« Avez-vous volé le collier de ma fille ?» demanda la millionnaire. Mais la vérité de l'ex-détenu stupéfia l'assemblée. « Vous avez volé ma fille !» La voix de Béatrice Valmont brisa l'atmosphère feutrée et élégante du gala de charité parisien comme un coup de feu dans du cristal. Chaque conversation s'éteignit. Les coupes de champagne restèrent figées à mi-chemin des lèvres. 300 paires d'yeux se tournèrent vers le grand escalier où elle se tenait. Sa robe de soie fluide, la fureur émanant d'elle. Sa fille, Manon, tremblait derrière elle. Le mascara striant ses joues pâles, agrippé à l'air vide, là où un collier de prix aurait dû se trouver. Mais c'était l'homme acculé près de l'entrée de service qui retenait l'attention de tous, Rémi Delacroix, son badge d'employé se détachant sur son uniforme de traiteur impeccablement repassé, les mains serrant toujours un plateau d'argent. L'hôtel particulier vibra d'une tension soudaine. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant inéluctablement. Les gardes de sécurité se refermèrent comme des loups encerclant leur proie. Le cœur de Rémi battait la chamade, mais il ne bougea pas, ne scia pas. 34 ans, à peine un mois libre après une décennie derrière les barreaux, et le monde était déjà en train de l'écraser à nouveau. « Ce collier !» annonça Béatrice, brandissant un écrin de velours vide pour que la foule le voie, est dans notre famille depuis 3 générations. Il vaut plus de 200 000 €. Et cet homme, elle marqua une pause, laissant le mépris couler de chaque syllabe. Ce criminel condamné à qui nous avons si gracieusement donné une seconde chance, nous l'a volé. La pièce fut secouée par des murmures et des halètements. Des caméras de télévision, engagées pour documenter l'œuvre de bienfaisance de Béatrice, pivotèrent pour capturer chaque angle de la destruction publique de Rémi. Ce n'était pas seulement une accusation, c'était du théâtre, une exécution soigneusement mise en scène, conçue pour l'enterrer définitivement. Rémi soutint son regard directement, refusant de s'incliner. Il avait survécu à bien pire que le jugement des plus fortunés. « Madame Valmont, je n'ai rien pris chez vous », dit-il calmement, même si la rage bouillonnait sous son apparence. « Menteur !» cria quelqu'un dans la foule. D'autres hochèrent la tête, leurs privilèges enroulés autour d'eux comme une armure, leur verdict déjà prononcé. Le commandant Dubois, le chef de la sécurité, s'avança, 2 mètres de muscles et de menaces. Nous l'avons trouvé à l'étage, plus tôt, près des chambres. Il prétendait être perdu en cherchant les toilettes. La gouvernante m'a escorté, répliqua Rémi, cherchant Claire dans la foule. Elle était figée près de l'entrée de la cuisine, les yeux écarquillés par la peur, secouant silencieusement la tête. « Ne m'impliquez pas dans ça !» suppliait son expression. Il comprit. Parler signifierait tout perdre dans un monde où les puissants gagnaient toujours. Béatrice tournait autour de lui comme une prédatrice, savourant l'instant. « Savez-vous ce qu'il a fallu pour convaincre le conseil d'administration d'embaucher quelqu'un comme vous ? J'ai défendu ce programme, j'ai cru en la rédemption. » Sa voix se brisa d'une émotion fabriquée. « Est-ce ainsi que vous récompensez la décence ?» Mais Rémi remarqua ce que la foule ignorait. Manon ne pleurait pas à cause d'un collier volé. Elle était terrifiée par sa mère. Les bleus sur ses bras n'étaient pas le résultat d'un vol. Ils étaient frais, dissimulés sous des manches soigneusement arrangées. Et quand l'étreinte de Béatrice se resserra sur le poignet de sa fille, la jeune femme tressaillit avec la reconnaissance de quelqu'un qui connaît intimement la douleur. La prison avait appris à Rémi à déchiffrer les gens, à remarquer les détails qui révélaient la vérité sous les mensonges. Il avait vu le visiteur nocturne de Béatrice la semaine dernière, un homme en costume coûteux se glissant par l'entrée du jardin après minuit. Il avait entendu des appels téléphoniques chuchotés concernant des complications d'assurance et la protection des actifs. Quelque chose de pourri rongeait cette maison, et le collier manquant n'était que la surface. Vérifier ses poches exigea un invité. Dubois le fouilla rudement, ne trouvant qu'un portefeuille usé et une photographie pliée de la sœur cadette de Rémi, Adèle, la seule famille qui lui restait. Le garde afficha les trouvailles vides, mais Béatrice n'était pas satisfaite. Il l'a évidemment caché quelque part, fouillé son casier, son appartement. C'était prémédité. Rémi refusa de mendier ou de plaider son innocence à des gens qui l'avaient déjà condamné. Au lieu de cela, il prit une décision. Il allait attendre, observer et rassembler la vérité que tous les autres étaient trop aveugles
ou trop à l'aise pour voir. « Je n'ai pas volé votre fille », répéta-t-il calmement, sa voix coupant le chaos. « Mais quelqu'un l'a fait, et quand la vérité éclatera, beaucoup de gens dans cette pièce regretteront de ne pas avoir posé plus de questions. » La foule éclata d'indignation. Le visage de Béatrice devint cramoisi de rage devant son audace. Mais avant que Dubois ne puisse l'entraîner, la voix de Manon transperça le bruit. « Attendez !» Ce seul mot fit taire 300 personnes. Elle s'avança, tremblante, les yeux passant de sa mère à Rémi. « Peut-être devrions-nous... »« Manon, ne fais pas ça !» siffla Béatrice, son masque maternel glissant pour révéler quelque chose de froid et vicieux en dessous. La jeune femme recula immédiatement, mais Rémi l'avait vue, la fissure dans les fondations, la peur qui était plus profonde que n'importe quel vol. Alors que les sirènes de la police hurlaient plus près, Rémi se tint droit, son esprit cataloguant chaque détail, chaque incohérence, chaque mensonge. Il pensait l'avoir piégé dans leur récit, l'avoir détruit publiquement avant qu'ils ne puissent se défendre. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait passé 10 ans à apprendre à survivre dans des cages bien plus brutales que ce manoir doré. Cette fois, il n'allait pas seulement survivre. Il allait exposer chaque secret que cette famille avait enterré sous sa fortune. Et quand la vérité ferait surface, elle briserait plus que des réputations. Elle réécrirait tout ce qu'il pensait savoir sur le pouvoir, le privilège et la justice. Si vous êtes accroché à l'idée de découvrir ce qui est réellement arrivé à ce collier et comment Rémi se bat contre des obstacles impossibles, assurez-vous d'être abonné. Car cette histoire est sur le point de révéler des vérités qui vont tout ébranler. Le commissariat de police sentait le café éventé et les promesses brisées. Rémi resta menotté à une table métallique pendant 6 heures avant qu'on ne le relâche enfin. Non pas parce qu'on croyait en son innocence, mais parce que la fouille de Dubois n'avait rien trouvé. Pas de collier dans son casier, son appartement, ni nulle part ailleurs où ils avaient cherché des preuves qui n'existaient pas. « Vous avez eu de la chance, cette fois », dit le détective, faisant glisser les papiers de libération sur la table éraflée. « Mais nous vous surveillons, Delacroix. Un seul faux pas, et vous retournez à l'intérieur. » Rémi signa sans commentaire, récupéra ses quelques affaires et sortit dans une ville qui semblait plus froide que lorsqu'il était entré. Le mal était déjà fait. Le lendemain matin, son visage était placardé sur les réseaux sociaux. Ex-détenu accusé de vol lors d'un événement caritatif. Les gros titres ne mentionnaient pas sa libération. Il ne le faisait jamais. L'entreprise de traiteur le congédia avant même qu'il ne puisse s'expliquer. « Problème de responsabilité », dit le gérant, sans le regarder dans les yeux, poussant un dernier chèque à travers le bureau, comme s'il était contaminé. 3 semaines de liberté, et Rémi était de retour exactement là où le système mettait toujours les gens comme lui, au chômage, suspect et à un mauvais jour de l'itinérance. Mais la dévastation professionnelle n'était rien comparée au coût personnel. Son propriétaire, un homme nerveux qui avait accepté à contre-cœur son bail, laissa un avis d'expulsion scotché à sa porte. « Rien de personnel », disait la note, ce qui rendait les choses d'une certaine manière pire. Sa sœur Adèle appela, la voix serrée par l'inquiétude, le suppliant de venir rester avec sa famille à Lyon. « Ce n'est plus sûr pour toi ici », plaida-t-elle. Il ne pouvait pas lui faire ça. Il ne pouvait pas amener sa réputation maudite dans sa maison, près de ses enfants. Alors il mentit, dit que tout allait bien, et l'écouta pleurer quand même, parce qu'elle le connaissait trop bien pour le croire. Pendant ce temps, Béatrice Valmont était partout. Émissions de télévision matinale, déjeuners de charité, interviews avec des journalistes compatissants qui dévoraient son récit de trahison et de confiance violée. « Nous avons essayé de l'aider », disait-elle, tapotant des yeux secs avec un mouchoir en soie. « Voici ce qui se passe lorsque nous faisons preuve de compassion envers des personnes qui ne la méritent pas. » Les médias l'adoraient. La philanthrope blessée et magnifique se tenant bravement contre le dangereux criminel qui avait infiltré sa maison. Les dons à sa fondation triplèrent. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux explosa. Elle transformait la destruction de Rémi en profit personnel, et il n'y avait absolument rien qu'il puisse y faire, sauf observer et écouter et se souvenir.
Parce que pendant que Béatrice jouait les victimes devant les caméras, Rémi faisait ce que 10 ans de prison lui avaient appris à faire de mieux, survivre en faisant attention. Il revisionna les reportages du gala, étudiant les visages en arrière-plan. Il suivit les apparitions publiques de Béatrice, notant quand elle semblait réellement bouleversée par rapport à quand elle jouait un rôle. Et lentement, des incohérences émergèrent. La chronologie ne correspondait pas. Manon affirma avoir remarqué que le collier manquait à 21h47. Les images de sécurité horodatèrent sa course vers sa mère. Mais Rémi avait servi des boissons dans le hall principal de 21h30 à 22h, visible sur 3 caméras différentes. Quand aurait-il eu le temps de voler quoi que ce soit? Plus intéressant encore, ce que montraient les images. Un homme en costume coûteux entrant par l'entrée du jardin à 21h15. Pas de contrôle de sécurité, pas de badge d'invité, juste un bref signe de tête à Dubois avant de disparaître à l'étage. Le même homme que Rémi avait vu rendre visite tard dans la nuit la semaine précédente. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. « Vous ne me connaissez pas, mais je sais que vous êtes innocent. Nous devons parler. » Elle. Rémi fixa le message, chaque instinct criant au piège. Mais le désespoir poussait les gens à faire des choses imprudentes, et il était rapidement à court d'options. Il répondit « Qui êtes-vous » La réponse arriva immédiatement. « Quelqu'un qui est passé par là. Rendez-vous au Jardin des Plantes, banc nord, demain à midi. Venez seul et assurez-vous de ne pas être suivi. » Cette nuit-là, Rémi ne put dormir. Il était allongé sur le mince matelas de son futur ex-appartement, écoutant les sirènes hurler à travers la ville et pensant à toutes les fois où le monde avait essayé de le briser. Sa condamnation injuste à 24 ans, où un avocat commis d'office fraîchement diplômé ne pouvait rivaliser avec un procureur construisant sa carrière sur les taux de condamnation. Les années d'appels rejetés, de preuves perdues, de témoins qui ne se souvenaient soudainement plus de ce qu'ils avaient vu. La prison avait dépouillé tout ce qui était doux, tout ce qui était plein d'espoir. Mais elle avait aussi forgé quelque chose d'incassable au plus profond de lui, un refus d'accepter l'injustice en silence, une détermination à survivre assez longtemps pour voir la vérité gagner de temps en temps, même si c'était rare. Son compagnon de cellule, un vieil homme nommé Jean, qui avait purgé 30 ans avant d'être innocenté, lui avait dit un jour « Le système compte sur ton abandon. C'est comme ça qu'ils gagnent. Ils rendent le combat si épuisant que la reddition ressemble à la paix, ne leur donne pas cette satisfaction. » Rémi n'avait pas compris à l'époque. Maintenant, avec le visage de Béatrice souriant sur tous les écrans, ses mensonges acceptés comme paroles d'évangile, il comprenait enfin. Le lendemain, il prit 3 lignes de métro différentes et fit demi-tour 2 fois avant de se rendre au Jardin des Plantes, scrutant toute surveillance. L'homme qui attendait sur le banc nord était plus jeune que prévu, peut-être 30 ans, vêtu d'un jean usé et d'un hoodie, avec les yeux vigilants de quelqu'un qui avait appris à ne faire confiance à personne. « Lucas Garnier », dit l'homme, sans lui tendre la main. « Sorti il y a 18 mois après avoir purgé 7 ans pour des accusations de hacking. Je me reconstruis depuis. Que me voulez-vous » Lucas sortit une tablette, tapa quelques touches. « Vous aider, si vous me le permettez. J'ai suivi votre affaire. Quelque chose ne va pas chez les Valmont et j'ai les compétences pour creuser là où la police ne le fera pas. » Rémi l'étudia, pesant les risques face aux besoins désespérés d'un allié. « Pourquoi risqueriez-vous cela ? Parce que je sais ce que ça fait quand les riches décident que vous êtes coupable. » La mâchoire de Lucas se serra. « Et parce que quelqu'un m'a aidé une fois quand j'en avais besoin. Je renvoie l'ascenseur. » C'était un début fragile, mais c'était quelque chose. Alors qu'il parlait, partageant des histoires d'un système judiciaire qui protégeait les puissants et écrasait tous les autres, Rémi sentit la première étincelle d'espoir depuis cette nuit catastrophique. Béatrice Valmont pensait qu'elle l'avait détruit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de lui donner une raison de se battre plus fort que jamais. Et cette fois,
il ne se battrait pas seul. L'appartement de Lucas ressemblait au rêve fiévreux d'un hacker. 3 moniteurs brillants dans l'obscurité, des câbles serpentant sur le sol, des canettes de boissons énergisantes vides empilées dans le coin. Mais pour Rémi, c'était une salle de guerre, et Lucas était le général dont il avait désespérément besoin. « D'accord », dit Lucas, les doigts volant sur le clavier. « J'ai fouillé dans l'empreinte numérique des Valmont. Vous aviez raison d'être méfiant. Il y a un schéma ici qui n'a aucun sens pour un simple vol. » Rémi se pencha par-dessus l'épaule de Lucas, regardant les données défiler sur l'écran. Dossiers financiers, archives de réseaux sociaux, horodatage des images de sécurité, toutes les miettes numériques que des gens comme les Valmont pensaient être invisibles. « Regardez ceci », Lucas zooma sur un relevé bancaire. 3 jours avant le gala, Béatrice a transféré 250 000 € vers un compte offshore. Le même jour, elle a augmenté sa couverture d'assurance sur ce collier pour correspondre au montant exact. « Fraude à l'assurance », dit Rémi calmement, les pièces du puzzle s'assemblant. Elle a planifié cela avant même que je ne mette les pieds dans cette maison. Ça s'améliore. Lucas sortit des images de sécurité des caméras extérieures du manoir, des angles que la police avait commodément ignorés. Ceci est l'entrée du jardin, 21h15, la nuit de la fête. Regardez, un homme en costume coûteux apparut à l'écran, se déplaçant avec la confiance de quelqu'un qui était à sa place. Il fit un signe de tête à Dubois, le chef de la sécurité, et disparut à l'intérieur. Pas de contrôle de sac, pas de vérification de liste d'invités, rien. Qui est-ce? Philippe Leroy, promoteur immobilier, associé connu du défunt mari de Béatrice et actuellement sous enquête pour blanchiment d'argent. Voulez-vous deviner où il est allé après être entré? Rémi le savait déjà. La chambre de Manon. Bingo! Il y est resté exactement 8 minutes. Il en sort avec une bosse dans la poche de sa veste qui n'était pas là avant. Puis il repart par où il est venu, et Dubois efface ses images du serveur principal, mais pas de la sauvegarde à laquelle j'ai réussi à accéder. Rémi ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines, de l'espoir teinté de rage. Ils m'ont piégé. Tout était planifié, pas seulement vous. Regardez ça. Lucas ouvrit un dossier rempli d'articles de presse. La fondation de Béatrice est auditée depuis 6 mois. Questions sur des dons manquants, des dépenses gonflées. Le collier disparaissant? Distraction parfaite. Les médias cessent de poser des questions sur l'argent quand ils se concentrent sur l'ex-détenu effrayant qui a trahi sa confiance. Pendant les 3 semaines suivantes, Rémi et Lucas travaillèrent comme des hommes possédés. Pendant la journée, Rémi acceptait des emplois payés en espèces, construction, déménagement de meubles, tout ce qui le maintenait hors des registres officiels. La nuit, il construisait un dossier qui détruirait les mensonges soigneusement construits des Valmont. Lucas hacka des comptes de messagerie. Illégalement, oui, mais Rémi avait cessé de se soucier des technicalités lorsque le système judiciaire l'avait laissé tomber 2 fois. Les emails révélèrent une conspiration plus profonde que ce à quoi ils s'attendaient tous les deux. Béatrice ne faisait pas que commettre une fraude à l'assurance. Elle détournait des fonds de sa propre fondation caritative, cachait des actifs aux créanciers et utilisait le collier comme une radiation de dettes pratiques. Mais la véritable bombe vint d'une source inattendue. Claire, la gouvernante qui avait été trop terrifiée pour défendre Rémi à la fête. Elle se présenta à l'appartement de Lucas une nuit, les mains tremblantes, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Je ne peux plus faire ça », dit-elle, s'effondrant sur une chaise. « J'ai vu Madame Béatrice blesser cette jeune fille pendant des années, et je n'ai rien dit parce que j'avais besoin de ce travail. Mais après ce qu'elle vous a fait, elle sortit son téléphone, faisant défiler des photos. J'ai tout documenté. » Les photos soulevèrent l'estomac de Rémi. Manon avec des bleus sur les bras, le dos, les jambes, facture médicale pour des accidents qui se produisaient avec une fréquence suspecte. Message texte entre Béatrice et son avocat, discutant de la façon de garder Manon gérable et obéissante. « Elle contrôle tout », expliqua Claire. « L'argent de Manon, ses amis, ses séances de thérapie. La jeune fille a essayé de s'enfuir 2 fois. Les 2 fois, Béatrice l'a retrouvée et ramenée, et les abus ont empiré. Pourquoi ne va-t-elle pas à la police? Elle l'a fait.
quand elle avait 17 ans. Vous savez ce qui s'est passé? L'avocat de Béatrice a convaincu les policiers que Manon faisait une crise de santé mentale, inventant des histoires pour attirer l'attention. Ils l'ont envoyée dans un établissement psychiatrique privé pendant 6 mois. Après ça, elle a cessé d'essayer. Rémi pensa à cette jeune fille terrifiée dans l'escalier, tremblante à côté de sa mère, et sentit sa détermination se durcir en quelque chose d'incassable. Il ne s'agissait plus seulement de blanchir son nom. Il s'agissait d'arrêter un monstre qui s'était caché derrière la richesse et la philanthropie pendant trop longtemps. Pendant ce temps, la campagne médiatique de Béatrice se poursuivait. Elle apparut à une émission de télévision diurne, discutant en larmes du traumatisme d'être victime dans sa propre maison. Elle écrivit un éditorial sur l'échec des programmes de réhabilitation carcérale. Elle lança même une pétition pour mettre fin à l'initiative de réinsertion professionnelle des ex-détenus, recueillant des milliers de signatures de personnes qui n'avaient jamais passé une journée à remettre en question le système judiciaire. Chaque article, chaque interview, chaque publication sur les réseaux sociaux était un coup de poignard dans le dos de Rémi. Sa sœur cessa de répondre à ses appels, non pas parce qu'elle l'avait abandonné, mais parce que des journalistes avaient trouvé son adresse, campé devant sa maison, terrorisé ses enfants. Son conseiller de probation programma des contrôles supplémentaires, espérant clairement que Rémi ferait un faux pas et violerait ses conditions. La pression était suffocante. Certaines nuits, Rémi était assis dans son appartement presque vide. Il avait vendu la plupart de ses biens pour payer le loyer et se demandait si se battre en valait la peine. Les Valmont avaient de l'argent, des avocats, des relations. Qu'avait-il? Un ami, hacker, une gouvernante effrayée et des preuves qui pourraient même ne pas être recevables au tribunal. Mais ensuite, il se souvenait de Jean, son ancien compagnon de cellule, qui avait passé 30 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. « Le système compte sur ton abandon », avait dit Jean. « Ne leur donne pas cette satisfaction. » Alors Rémi continua de se battre. Lucas et lui compilèrent tout dans un dossier numérique. Séquences vidéo, dossiers financiers, documents médicaux, correspondance par email. Ils créèrent des sauvegardes, les cryptèrent, les stockèrent dans 3 services cloud différents. Si quelque chose arrivait à l'un d'eux, la vérité survivrait toujours. Ils firent aussi quelque chose de plus intelligent. Lucas contacta une journaliste d'investigation nommée Sophie Laurent, quelqu'un connu pour s'attaquer aux familles puissantes et ne pas reculer. Elle accepta de se rencontrer dans un café du centre-ville et Rémi regarda son visage changer alors qu'elle examinait les preuves. « C'est énorme », dit Sophie, faisant défiler les documents sur son ordinateur portable crypté. « Si ne serait-ce que la moitié de cela est vérifié, Béatrice Valmont va en prison. »« Pouvez-vous le publier ?» demanda Rémi. « J'ai besoin de vérifier les sources, de confirmer l'authenticité, de donner aux Valmont une chance de répondre. Pratique journalistique standard. Mais oui, c'est le genre d'histoire sur laquelle les carrières se construisent. » 2 semaines plus tard, tout était en place. Les preuves étaient compilées, vérifiées et prêtes. Sophie avait rédigé son article explosif, n'attendant que le signal de Rémi pour publier. Lucas avait des plans de secours pour les plans de secours, prêts à inonder les réseaux sociaux de preuves si les médias traditionnels échouaient. Rémi se tint devant la propriété Valmont une dernière fois, regardant les lumières briller aux fenêtres, sachant que les gens à l'intérieur pensaient qu'ils avaient gagné. Béatrice dormait probablement profondément, convaincue que ses mensonges avaient vaincu une autre vérité gênante. Manon était probablement éveillée, piégée dans une prison qui ressemblait à du luxe, mais qui était l'enfer. Demain, tout allait changer. Demain, la vérité allait exploser comme une bombe au centre de leur vie parfaite. Et Rémi ferait en sorte que le monde entier regarde quand cela se produirait. Il sortit son téléphone et envoya un SMS à Sophie Laurent. « Nous sommes prêts. Publiez-le. » Puis il envoya un SMS à Lucas. Que la partie commence. La préparation était terminée. Le piège était tendu. Maintenant venait le règlement de compte que Béatrice Valmont n'avait jamais vu venir, et la justice qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. L'article de Sophie Laurent parut à 6h du matin un mardi, et à 6h15, Internet était en feu.
L'héritière Valmont démasquée, fraude à l'assurance, détournement de fonds et l'homme qu'elle a piégé, dominaient tous les fils d'actualité, tous les sujets tendances, toutes les conversations, des cafés au conseil d'administration. Le téléphone de Béatrice se mit à sonner avant même qu'elle n'ait vu l'article. Son avocat, son publiciste, les membres du conseil de sa fondation, tous appelaient avec la même urgence, paniqués. Au moment où elle ouvrit l'histoire sur sa tablette, ses mains tremblaient déjà. Les preuves étaient dévastatrices. Les images de sécurité montraient Philippe Leroy entrant chez elle, allant directement dans la chambre de Manon et partant avec le collier. Les relevés bancaires prouvaient qu'elle avait transféré de l'argent à l'étranger et augmenté la couverture d'assurance quelques jours avant le vol. Des emails révélaient qu'elle discutait de la façon de faire de l'employé ex-détenu, le bouc émissaire parfait. Les dossiers médicaux documentaient des années d'abus contre Manon, dissimulés par l'argent et les menaces. Mais le pire, la partie qui glaça le sang de Béatrice, furent les enregistrements. Lucas avait hacké son téléphone des semaines auparavant, capturant chaque conversation privée. Le monde l'entendait maintenant rire avec son avocat à propos de détruire la crédibilité de ce condamné, planifiant ses apparitions médiatiques, discutant de la façon de réduire Manon au silence si jamais elle essayait de parler. À 9h01, les journalistes envahissaient la propriété Valmont comme des sauterelles. La police arriva peu après avec des mandats d'arrêt pour Béatrice. Dubois, le chef de la sécurité, était déjà en garde à vue, dénonçant tout le monde sur son rôle dans la conspiration, en échange d'une peine plus légère. Béatrice se tenait dans son hall de marbre, le même endroit où elle avait détruit Rémi 6 semaines plus tôt, regardant son empire s'effondrer en temps réel. Le conseil d'administration de sa fondation publia une déclaration d'urgence la suspendant, en attendant une enquête. Les principaux donateurs réclamèrent des remboursements. Les sponsors corporatifs coupèrent les ponts si rapidement que leurs communiqués de presse se chevauchaient. Ces comptes de réseaux sociaux, autrefois remplis de commentaires adorateurs, étaient maintenant submergés par la fureur et le dégoût. « Madame Valmont, vous devez nous accompagner », dit le détective Fournier, le même policier qui avait relâché Rémi avec un avertissement de « rester hors des ennuis ». L'ironie n'échappa à personne. « C'est une erreur », tenta Béatrice, sa voix stridente de désespoir. « Cet article est rempli de mensonges, de preuves truquées. Madame, nous avons tout vérifié. Votre avocat est le cousin de Philippe Leroy. Votre compagnie d'assurance a déjà signalé cela comme une fraude. Le procureur prépare de multiples accusations, y compris complot, fraude à l'assurance, détournement de fonds et entrave à la justice. Je veux parler à mon avocat. Vous pourrez appeler depuis le commissariat. » Alors qu'on la menottait, les caméras clignotaient comme des éclairs. Chaque grande chaîne diffusait les images en direct. La mondaine philanthrope, en pyjama de soie, sous un manteau jeté à la hâte, étant emmenée dans une voiture de police. Les mêmes médias qui l'avaient élevée la déchiraient maintenant avec une joie sauvage. À l'intérieur du manoir, Manon regardait depuis la fenêtre de sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Mais pour la première fois depuis des années, c'étaient des larmes de soulagement. Claire se tenait à côté d'elle, la main sur l'épaule de la jeune femme, toutes deux témoins de la fin d'un cauchemar. À travers la ville, Rémi était assis dans l'appartement de Lucas, regardant les nouvelles avec une expression de satisfaction tranquille. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner. Des journalistes demandant des interviews, des avocats discutant de poursuites civiles contre les Valmont, le programme de réinsertion professionnelle lui offrant n'importe quel poste qu'il désirait. Mais l'appel le plus important vint de sa sœur Adèle, sanglotant de joie. « Ils disent que tu étais innocent depuis le début. Ils rouvrent ton dossier original, Rémi. Ta condamnation pourrait être annulée. 10 ans. Une décennie de sa vie, volée par un système qui croyait les procureurs plutôt que les preuves, par un avocat commis d'office surchargé et mal préparé, par un jury qui voyait son quartier et faisait des suppositions. Et maintenant, parce qu'il avait refusé de se taire lorsqu'il fut faussement accusé une seconde fois, la vérité sur la première injustice pourrait enfin faire surface. « Madame Laurent veut enquêter sur ton procès initial ?» dit Lucas, raccrochant son propre téléphone. « Elle pense qu'il y a une autre histoire là-bas.
Peut-être que d'autres personnes ont été condamnées par le même procureur, utilisant les mêmes tactiques sales. Rémi hocha lentement la tête, le poids de cette possibilité s'installant sur lui. La réhabilitation d'un homme pouvait ouvrir des portes à des dizaines, peut-être des centaines d'autres, pourrissant dans des cellules pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Cet après-midi-là, l'article de suivi de Sophie Laurent parut « L'homme qu'ils n'ont pas pu briser », l'histoire de Rémi Delacroix. Il détaillait sa condamnation injuste, sa décennie en prison à maintenir son innocence, sa libération dans un monde qui ne l'embaucherait pas, et son refus d'accepter d'être piégé une seconde fois. L'article le peignait non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui avait transformé l'injustice en carburant pour exposer la corruption. La réponse fut écrasante. Un groupe de défense légale offrit de le représenter pro bono, pour annuler sa condamnation. Un éditeur voulait acheter les droits de son histoire de vie. Les offres d'emploi affluèrent, non pas des postes de charité, mais de vrais emplois de la part d'entreprises réellement intéressées par ses compétences et sa résilience. Mais Rémi n'était pas intéressé par la célébrité ou les tournées de vengeance. Il rencontra Sophie et plusieurs organisations de défense pour discuter de quelque chose de plus significatif. La réforme pénitentiaire, une meilleure surveillance des procureurs, des systèmes de soutien pour les ex-détenus essayant de reconstruire leur vie dans une société conçue pour les maintenir désespérés. Pendant ce temps, la chute de Béatrice continua son effondrement spectaculaire. En prison, dépouillée de sa richesse et de son influence, elle devint juste une autre détenue, anonyme, impuissante, oubliée. Sa fondation fut dissoute, ses actifs saisis pour indemniser les victimes de son détournement de fonds. Son manoir fut vendu aux enchères, les bénéfices allant aux associations caritatives qu'elle avait volées. Même son nom devint synonyme d'hypocrisie et d'abus de privilèges. Manon, vivant maintenant à Lyon et suivant une thérapie intensive, reconstruisit lentement son identité, séparée de l'ombre de sa mère. Elle s'inscrivit à l'université, étudiant le travail social avec l'intention d'aider les survivants d'abus. Dans un essai puissant publié dans le journal de Sophie, elle écrivit « Ma mère m'a appris que la richesse et le statut pouvaient cacher n'importe quel péché. Rémi Delacroix m'a appris que le courage et la vérité sont plus puissants que les deux. Je passerai ma vie à prouver qu'il avait raison. » Les deux se rencontrèrent occasionnellement, initialement maladroitement, mais développant progressivement une amitié prudente, basée sur une compréhension mutuelle de la survie. Manon témoigna lors de plusieurs audiences sur la réforme des procureurs, son statut de femme blanche et riche donnant de la crédibilité à des arguments que des gens comme Rémi faisaient depuis des décennies. Claire, la gouvernante qui avait finalement trouvé le courage de dire la vérité, reçut la protection et le soutien de l'association à but non lucratif de Rémi. Elle témoigna dans 4 autres affaires impliquant des abus domestiques dans des foyers riches, sa connaissance interne aidant les procureurs à comprendre comment l'argent dissimulait la violence. « Monsieur Delacroix m'a donné la permission d'être courageuse », dit-elle dans une interview. « S'il pouvait combattre tout le système, je pouvais dire la vérité sur une famille. Mais peut-être que l'impact le plus profond fut à une échelle plus petite et plus personnelle. » Rémi commença à faire du bénévolat à la prison, où il avait purgé 10 ans, dirigeant des ateliers pour les détenus actuels sur la défense légale et le maintien de l'espoir. Il partagea son histoire, non pour inspirer la pitié, mais pour prouver que la survie était possible, que le système pouvait être vaincu, que les voix des cellules pouvaient éventuellement être entendues dans les tribunaux. Jean, son ancien compagnon de cellule, était décédé 2 ans avant l'exonération de Rémi, sans jamais voir sa propre condamnation annulée. Mais Rémi s'assura que le dossier de Jean soit enquêté à titre posthume, blanchissant finalement son nom et obtenant un règlement pour sa famille survivante. « Il m'a dit de ne jamais abandonner », dit Rémi lors du service commémoratif. « Je lui dois tout. » Au premier anniversaire de l'article explosif de Sophie, Rémi se tint sur les marches du palais de justice où Béatrice avait été condamnée, entourée de dizaines d'ex-détenus dont les cas avaient été annulés grâce à sa défense. Les caméras capturèrent le moment. Mais il ne s'agissait pas d'attention médiatique, il s'agissait de solidarité,
de prouver que la justice retardée pouvait encore devenir une justice rendue. Il y a un an, j'étais un ex-détenu accusé de vol, présumé coupable à cause de mon passé, dit Rémi à la foule. Aujourd'hui, je suis un homme libre dédié à faire en sorte que les autres ne souffrent pas de ce que j'ai souffert. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, c'est de construire quelque chose dont ils ne vous croyaient pas capable. C'est prouver que votre valeur n'est pas déterminée par votre pire jour ou votre code postal ou vos antécédents. C'est montrer au monde que la résilience, la vérité et le courage survivront toujours aux mensonges, peu importe à quel point ces mensonges sont bien financés. Le discours devint viral, partagé sur toutes les plateformes, cité dans les cérémonies de remise des diplômes et les sessions de formation d'activistes. Rémi Delacroix devint un symbole, non de victimisation, mais de ce qui se passe lorsque les gens refusent d'accepter l'injustice comme inévitable. Béatrice Valmont avait tenté de le détruire 2 fois, confiante que la richesse et le statut triompheraient toujours de la vérité. Elle avait sous-estimé le pouvoir d'un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Elle avait oublié que l'adversaire le plus dangereux n'est pas celui qui a des ressources, mais celui qui a une conviction inébranlable en sa propre innocence. En fin de compte, la justice ne concernait pas seulement Béatrice allant en prison ou Rémi étant innocenté. Il s'agissait de changements systémiques, de vies sauvées, de familles réunies et d'un avenir où moins de gens auraient à mener les batailles que Rémi avait menées. Le collier qui avait tout déclenché, d'une valeur de 200 000 €, n'était rien comparé à la valeur de la vérité qui ne pouvait être ni achetée ni vendue. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que la justice et la rédemption valent la peine d'être combattues, abonnez-vous à cette chaîne et partagez l'histoire de Rémi. Parce que quelque part en ce moment, quelqu'un est assis dans une cellule pour un crime qu'il n'a pas commis, attendant que le monde écoute enfin. Participez à faire en sorte qu'il soit entendu.